Bonjour Christophe. Bonjour Fred. On a écrit un livre sur Steven Soderbergh, Oui. dont le premier volume est sorti. C'est un livre qui va, on va dire, de son début de parcours jusqu'à Le Tché inclus. Le deuxième volume suivra, et dans ce deuxième volume, nous parlerons de présence. Est-ce que tu pourrais en quelques mots peut-être nous dire où se situe à ton avis présence dans l'œuvre de Soderbergh aujourd'hui, comment tu le vois au sein de cette œuvre? Alors, Présence, c'est un film qui se situe à la fin d'un cycle pour Soderbergh. C'est-à-dire qu'après The Laundromat, il décide de se consacrer exclusivement à des films qu'il va tourner pour des plateformes, et notamment pour une plateforme qui est HBO Max. Il signe un contrat avec la Warner pour faire 3-4 films, des séries. En gros, il signe un contrat d'exclusivité un peu à l'ancienne, comme pouvaient le faire les cinéastes à l'époque des studios. Sauf qu'il le fait pour des plateformes. En parallèle, il commence à développer des projets qui sont des autoproductions. Et ces autoproductions, en général, il les destine pour son site internet qui s'appelle Extension 765. Et c'est justement sous ce nom d'Extension 765 qu'il va produire Présence. Donc c'est une autoproduction. Il a injecté ses propres deniers à l'intérieur du film. Et donc le film, pour ainsi dire, a été produit sans aucune velléité de distribution derrière, avec l'idée qu'il fallait faire un film selon ce principe-là. Il l'a commandé, pour ainsi dire, le scénario à David Koepp, et ensuite, il a présenté le film à Sundance, et c'est là où il a trouvé un distributeur, puis ensuite un distributeur aux États-Unis, puis les distributeurs partout ailleurs. Donc, on pourrait voir le film comme le retour de Soderbergh au grand écran, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, parce que finalement, si ce film avait atterri à nouveau sur une plateforme de streaming, ça aurait été la continuation logique de ce qu'il avait fait avant. En fait, maintenant, il est devenu très pragmatique avec son cinéma, c'est-à-dire le but, c'est de faire des films, d'enchaîner les films, le plus de films possible, et ensuite, la question de la distribution, c'est quelque chose dont il n'a plus envie de s'occuper. Il n'a plus envie que ce soit en tout cas quelque chose qui rentre en compte dans sa manière de penser les films. Donc là, c'est une réponse sur le versant économique pour dire où se situe à peu près Présence dans son œuvre, mais après, on pourrait aussi réfléchir à où ça se situe esthétiquement. Soderbergh, c'est quelqu'un qui se pose des questions très pragmatiques, c'est-à-dire souvent les films sont un peu accaparés par des dispositifs, des expériences. Il va tourner avec un certain instrument pour certains de ses films. Et là, il s'est posé une question, c'est-à-dire qu'il raconte qu'il a acheté une nouvelle maison à Los Angeles dans laquelle il s'est installé avec son épouse. Et il a appris que cette maison avait été l'objet d'un meurtre, enfin, a été le théâtre d'un meurtre. Une fille aurait assassiné sa mère, je crois. Et la house sitter, c'est comme ça qu'il dit, celle qui gardait la maison, un jour est en train de regarder la télé, elle aurait vu une femme passer dans le couloir. Et Soderbergh s'est posé véritablement la question, il s'est dit, tiens, il y aurait peut-être une présence dans cette maison, et sans doute qu'en plus, quand il a interrogé la house sitter, elle lui a dit qu'elle n'était absolument pas au courant de ce passé de la maison. Et là, il s'est posé une question, il s'est dit, qu'est-ce que ce serait s'il y avait effectivement une présence dans cette maison, et si cette présence assistait à l'irruption d'une nouvelle famille à l'intérieur de cette maison. Et c'est à partir de cet questionnement que Soderbergh a donné, on va dire, des indications très précises à David Koepp de la façon dont il imaginait le script du film, avec véritablement, on va dire, des axiomes, qui seraient évidemment cette caméra subjective, on va en reparler, la caméra qui témoignerait de la présence d'une entité dans cette maison, mais également le fait que le film serait tourné en plan séquence et séparé par des écrans noirs. Oui, pour rebondir sur ce que tu as dit là, sur la question du paranormal, Soderbergh, c'est un cinéaste qui se définit clairement comme quelqu'un d'athée. Enfin, il n'a pas de conception de transcendance ou d'outre-monde particulière. Mais il a quand même une histoire avec ça, c'est que sa mère, elle, était particulièrement intéressée par cette question du surnaturel et des phénomènes paranormaux, qui est d'ailleurs quelque chose que Soderbergh, dans sa jeunesse, a mal vécu, parce que lui, évidemment, il se sentait en porte-à-faux avec ces idées-là. Donc, je pense aussi qu'avec ce film-là, il se rapproche un peu aussi de sa propre mère, et c'est aussi sans doute pour ça que le film met
au cœur de son intrigue un certain nombre d'éléments familiaux et la question de qu'est-ce que c'est qu'une famille et surtout les rapports entre les parents et les enfants. Ce qui fait que c'est un film qui est à la fois conceptuel dans sa manière d'être pensé formellement et en même temps, je pense, très personnel de sa part dans sa façon d'inscrire son histoire familiale à l'intérieur de l'histoire du film. Mais on est témoin, il y a une scène d'ailleurs dans le film, il y a une scène où le père rentre dans la chambre de sa fille, il va lui parler et il lui parle effectivement de sa grand-mère qui était une femme très religieuse, en tout cas qui croyait en des choses irrationnelles. My mom and I didn't get along very well until the last few years before she died. And I think maybe it's because I was getting older and I started to think, well, what do I know about anything? Maybe she's right. On peut se demander si effectivement à l'intérieur de ce film un peu conceptuel sur des questions comme ça de cinéma, effectivement il n'y a pas soudain, ça arrive souvent chez Soderbergh, hein, il y a des éléments autobiographiques qui viennent nourrir l'histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Soderbergh, la question du couple, par exemple, a toujours été traitée comme un problème, et surtout un problème de distance. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir dans le film comment il dispose les deux époux du film, donc le père et la mère. En général, il les éloigne le plus possible dans le plan. On a l'impression qu'il organise tous les plans du film de telle manière à ce qu'ils soient dans des espaces séparés l'un de l'autre. Notamment, il y a un plan qui est très frappant où il y a d'un côté, ça commence, ils sont en train de parler, ils sont dans la cuisine, et ensuite, ils s'engueulent, et la mère va dans le fond du plan, dans le salon, sur le canapé, et donc ils restent tous les deux dans le plan, mais cette fois-ci avec une grande distance l'un avec l'autre. Ouais, elle va dans la salle à manger, en fait, qui est dans la continuité de la pièce, pour marquer sa distance, parce qu'en plus, il vient de lui dire tu nous manipules, tu es immobile dans tes questions. Et finalement, ce qui est intéressant aussi dans le dispositif du film, donc l'idée de la caméra subjective qui prend la place de la présence, du fantôme, c'est aussi que c'est elle qui va finalement créer le lien entre les différentes composantes de la famille, puisque cette présence a le droit de circuler comme ça dans les pièces et finalement de relier comme ça des gens qui vivent chacun dans leur monde. Et je pense que c'est aussi une manière pour Soderbergh de dire qu'avec ce film-là, il va à son tour combler la distance qui a toujours existé entre ses parents qui se sont séparés, ont divorcé, qui ont vécu ensuite vraiment dans des mondes qui étaient très différents, un très rationnel et l'autre beaucoup plus justement dans l'ésotérisme. Et je pense qu'avec ce film, il essaye aussi de recoller les morceaux de son histoire familiale. On peut le dire, on ne le sait pas toujours, mais il est le chef opérateur de ces films depuis Trafic. Il a pris comme pseudonyme le nom de son père, Peter Andrews, et il est aussi le monteur de ses propres films, et il a pris le nom de sa mère, Marie Bernard, depuis... Pour le montage, c'est depuis Solaris. Depuis Solaris, et d'une certaine façon, donc chaque élément, il y aurait l'irrationalité par le montage, ou quelque chose qui ferait le lien, et puis il y aurait effectivement le côté pragmatique de son père, ou plus rationnel, en tant que chef opérateur. Et on peut se demander si soudain, dans un film dont il est lui-même à la fois le chef opérateur et l'acteur, nécessairement, puisque celui qui tient la caméra mime le déplacement d'un personnage invisible, il ne cherche pas, comme tu dis, à faire le lien. Ce que je trouve très beau, moi, dans ces déplacements, puisque tu parlais de la distance entre les personnages dans les pièces et la façon dont ils sont sans cesse en train de se disposer, et c'est vraiment un film de disposition d'individus dans des espaces, c'est que cette caméra, effectivement, à la fois, elle essaye de faire le lien, elle trace exactement aussi les zones de force et d'entité, les zones de force, de conflit entre les individus par ses propres déplacements. Voilà, elle est sans cesse en train de mimer ça, de mimer ce qui se produit exactement à l'intérieur de cette baraque. Parce que ce dont on n'a pas parlé encore jusque-là, et je pense que c'est quand même un point important, c'est que le film reste, enfin en tout cas se présente a priori comme un film de genre, c'est-à-dire avec l'idée que c'est un film de fantôme dans une maison hantée, bon on en a un peu parlé. Le truc c'est que le film prend à rebrousse-poil tous les codes du cinéma de genre. Et d'ailleurs, je pense que si on regarde très concrètement là où on en est aujourd'hui du cinéma de genre, c'est-à-dire ce qui se produit en matière de cinéma de genre et ce qu'est Présence, je pense qu'il y a un monde, un gouffre entre les deux. C'est parce que Soderbergh a toujours eu cette tentation de vouloir faire du genre. C'est pas la première fois qu'il
qui s'aventure comme ça aux frontières du fantastique. Bon, il a fait un film de SF avec Solaris, il a fait un thriller qui a des éléments de film de terreur avec Paranoia, et donc là il va vers le film de fantôme, mais à chaque fois, on a l'impression que chez lui, c'est surtout un tremplin vers une expérience singulière de mise en scène. Que le genre, en fait, n'a d'intérêt pour lui qu'à partir du moment où il crédibilise la forme qu'il a envie de développer. Et c'est un peu ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que ce film-là, il vient donc de cette anecdote que tu as racontée, et aussi quand même du fait que ça faisait très longtemps qu'il avait cette idée de est-ce qu'on peut raconter un film entièrement en caméra subjective. Et il pensait que c'était pas possible. Il pensait que c'était pas possible, et c'est le film de fantôme qui lui a donné la solution, c'est-à-dire oui, en prenant la place du fantôme, en se mettant dans les yeux du fantôme et les oreilles du fantôme, on pourra en reparler d'ailleurs de ça, eh bien là oui, on peut entièrement épouser son point de vue, et donc on peut faire de la caméra subjective du premier au dernier plan. Hi, how are you? Thanks for coming. I'm Chris. I'm Carl. This is my wife, Lisa. Please, come in. Yeah. Oui, la question de mise en scène, c'était qu'il se disait, à chaque fois qu'il y a un film tourné en caméra subjective, comme La Dame du Lac par exemple, ou le début par exemple des Passagers de la Nuit, il y a certains films qui ont été faits en POV, il se disait le problème c'est que le spectateur à un moment donné nécessairement a besoin d'avoir un contre-champ sur la personne qui regarde pour qu'on comprenne ce qui se passe émotionnellement au moment où elle est en train de regarder. Et là il a trouvé en fait par l'idée du fantôme, la façon de faire comprendre au spectateur que ce contre-champ n'aurait jamais lieu. Et donc en fait si on avait un contre-champ, on ne verrait rien. Et donc la seule façon d'assister aux choses à travers ce dispositif, c'est de rester collé, arrimé dans les yeux de la présence. Et du coup, ça implique deux choses formellement dans le film qui sont évidemment très fortes. L'idée que les scènes sont toutes filmées en plan séquence et elles sont séparées par des cartons noirs qui sont d'ailleurs d'inégale durée, parce que son idée, c'était, il s'agissait de faire passer à travers la durée des cartons noirs la durée de l'ellipse qu'il donnait. Donc il y en a certains qui sont très courts, il y en a d'autres qui sont plus longs, il y en a même un qui est même carrément très long, puisqu'il y a plus d'une semaine qui passe. Et l'idée, c'est ça, c'est quand la caméra est allumée, on est dans un rapport spatial aux choses, et quand la caméra est éteinte, on est dans un rapport à la durée, on est dans un rapport au temps. Et c'est assez beau, là encore, de voir que tout ça, c'est entièrement Soderbergh qui le pense, puisque en étant son propre cadreur, son propre chef opérateur et son propre monteur, c'est évidemment lui qui reste le maître à la fois de l'espace et du temps. Donc il est vraiment le fantôme du film à tous les niveaux, et même jusqu'au niveau méta, j'allais dire, c'est-à-dire vraiment le grand ordonnateur général de la présence. Alors, parmi les velléités qu'il avait demandé à David Koepp quand il avait écrit son petit verbatim, il lui avait dit ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un problème dans cette famille. Il faut qu'on traite d'une famille dysfonctionnelle. Et David Koepp a dit qu'il était très heureux de recevoir ces petits commandements pour ce film, parce que d'un côté, le film allait se passer en huis clos. Or, c'est le scénariste, par exemple, de Panic Room, de David Fincher, le grand ami de Steven Soderbergh, mais également est toujours intéressé par, on va dire, la question d'un éclatement familial, de ce qui peut se produire à l'intérieur d'une cellule sociale. Et je crois que c'est quand même aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a ce fantôme, il y a cette présence qui est en train d'observer en action une famille qui ne marche plus droit du tout. Oui, et c'est intéressant. Donc, la famille est composée, donc il y a le père et la mère, et il y a deux enfants, un fils et une fille. Et clairement, les parents ont fait un choix sur ces deux enfants. C'est-à-dire que la mère préfère le fils et le père préfère la fille. Déjà, ça pose quand même un truc assez inextricable dans les rapports familiaux. Et l'idée, c'est que dans cette famille qui est donc littéralement éclatée, comment est-ce qu'on va pouvoir remettre du lien? Et le père est un peu celui qui, dans l'histoire, essaye de le faire. C'est la mission qu'il s'est donnée, en tout cas. Mais c'est en même temps celui qui échoue régulièrement. C'est-à-dire, chaque fois qu'il essaye de se rapprocher de son fils, en général, ça se termine mal, ou il finit par lui faire la morale. Et chaque fois qu'il essaye de pousser la mère à se rapprocher de la fille, c'est un échec. C'est-à-dire, il y a une scène très courte où elle rentre dans la chambre, elle essaye de nouer le dialogue avec sa fille, et il n'y a absolument rien qui se passe. Oh, have a nice day.
Et le père a véritablement conscience vraiment que quelque chose ne fonctionne pas. C'est un personnage quand même qui va dire à un moment donné dans le film je ne veux pas de cette vie-là. Donc, il ne supporte plus l'endroit de ce que vit sa famille. Et il a aussi ce moment terrible où il dit chacun est en train de s'effondrer aujourd'hui, à tel point où on peut se demander si à travers la figure de cette famille qui explose à l'intérieur de son foyer, Soderbergh n'est pas également en train de parler peut-être d'autre chose qui est un état du monde dont il serait évidemment les victimes. C'est un des grands thèmes du cinéma de Soderbergh, et là, on voit aussi sa manière, même dans un huis clos, de prendre en compte ce qui se passe dans le monde pour le rapatrier à l'intérieur de son dispositif. Il y a un nombre incalculable de scènes, soit où on voit les personnages regarder un écran, alors ça peut être des informations à la télé, ça peut être leur portable, soit totalement accaparés par leur travail, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent jamais à laisser leur travail à l'extérieur. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que souvent même, ils sont obligés d'aller à l'extérieur pour continuer à parler de leur travail, de décrocher leur téléphone, d'appeler quelqu'un, de le faire en douce, parce que c'est presque un peu honteux, justement, d'être encore obligé d'être dans son travail. Et puis surtout, on voit que c'est des gens qui sont pieds et poings liés avec la réalité économique de ce qu'ils font. On comprend assez vite qu'il y a manifestement quelque chose de relativement illégal ou immoral qui a été commis par la mère. Le père s'inquiète d'ailleurs que ça puisse aussi lui retomber dessus, puisque bon, de fait, ils partagent ensemble une communauté de biens, donc il pourrait lui aussi se retrouver coupable là-dedans. Et on voit à quel point est-ce que les personnages n'arrivent pas à se séparer comme ça de la réalité matérielle de ce que c'est que vivre une vie de famille. Et c'est aussi ça qui fait que petit à petit, ils s'éloignent encore. C'est-à-dire que ça ne les rapproche pas. Ils ne se soudent pas dans les difficultés. Au contraire, ça les éloigne et ça risque de provoquer encore plus l'effondrement général de la cellule familiale. C'est quelque chose qui est acté dès, on va dire, la première scène où la famille rentre dans la maison. Autant la fille va aller visiter les pièces du haut, autant personne ne va aller visiter la maison. Et une question quand même qui est très étonnante, ce sont des gens qui vont acheter une maison qu'ils n'ont pas visitée. Parce que la seule chose qui compte pour la mère, c'est d'avoir cette maison parce que ça va permettre, d'un point de vue d'un environnement, d'obtenir pour son fils les études qu'elle a besoin de faire. Et on peut d'ailleurs se poser la question si la merde économique dans laquelle elle s'est mise n'a pas un lien avec les études supérieures qu'elle voudrait pouvoir payer à son fils, pour qui elle donnerait tout. Is it too soon? What, for Tyler? Swim season doesn't even start till November. For Chloe. I mean, it's life. C'est marrant que tu pointes ce détail au début, justement, de pourquoi ils choisissent cette maison. C'est drôle parce qu'une des raisons qui font aussi qu'ils déménagent, c'est parce que la fille de la famille a vu 2 de ses amis mourir, et donc théoriquement, il déménage aussi pour lui faire changer d'air et pour qu'elle puisse faire son deuil de tout ça. Or, en fait, c'est une erreur fatale, puisque le loup est déjà dans la bergerie, puisque le grand méchant du film, puisqu'il y en a un, c'est le meilleur ami de son frère qui va la prendre à son tour pour proie, et qui va d'autant plus la prendre pour proie que lui, son truc, c'est de créer du trauma et d'utiliser ce trauma ensuite pour abuser de ses victimes. Donc, en fait, ils ont, pour ainsi dire, tout faux. C'est-à-dire qu'ils essayent de se sortir d'un problème économique, mais en fait, ils s'enfoncent dedans. Ils essayent de faire oublier les traumas de la fille, et non, au contraire, ils ramènent ce qui est la source des traumas à l'intérieur de la maison. Je pense qu'il y a une certaine ironie de Soderbergh aussi pour montrer comment est-ce que finalement, quand on fait des choix familiaux, en général, ils sont toujours mauvais. Je crois qu'il y a cette idée que c'est pour ainsi dire impossible de se sortir des nœuds familiaux quand on s'est enfermé dedans. So what was that weird shit you wanted to tell me? Maybe later. This is crazy, but I could go again. No thanks, stud. I got you some juice. Oh my god! Fuck was that shit? Je voudrais revenir avec toi un peu sur la forme du film, parce que la forme permet aussi peut-être mieux de l'appréhender, de mieux le comprendre, et notamment cette question quand même du fantôme, de cette présence.
Soderbergh, donc on a expliqué tout à l'heure qu'il avait cette idée de filmer par plan séquence, de filmer cette présence, mais cette présence, il faut la caractériser. Cette présence, il faut lui donner, on va dire, une sorte de... Il faut, d'une certaine façon, incarner ce qui est désincarné. Et ça va passer par la caméra, ça va passer par des petites velléités de mise en scène qui vont lui donner presque une personnalité à cette présence désincarnée. Et je crois que c'est un des enjeux esthétiques, et c'est ce qui, peut-être moi, ce qui me plaît peut-être le plus dans le film. Ouais, c'est très intéressant parce que le film commence, bon, on fait pour ainsi dire le tour du propriétaire en même temps que le fantôme. C'est-à-dire, il sort du placard, il va visiter toutes les pièces, puis ensuite il retourne dans le placard. La maison est désespérément vide puisqu'il n'y a aucun occupant, les précédents occupants sont partis et les nouveaux occupants ne sont pas encore arrivés. Donc au départ, on visite pour ainsi dire la maison, mais on la visite sans aucun affect. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de regarder les murs, de regarder les pièces, les choses vides. C'est-à-dire que la présence, le fantôme, n'a pas de sentiment par rapport à ça. Et d'ailleurs, il sera dit plus tard qu'il ne sait même pas forcément pourquoi il est là, quand est-ce qu'il s'est retrouvé là, dans quelle temporalité. Donc, on est dans une espèce de caméra qui n'éprouve aucun sentiment. Et dès que les gens vont rentrer dans la maison, là, le fantôme va se mettre à regarder les sentiments des autres, sans pour autant en éprouver lui-même. Et on le voit d'ailleurs souvent interagir pas tellement avec les personnages qu'avec les objets, comme une espèce de curiosité, c'est-à-dire qu'il va regarder des photos. Et d'ailleurs, quand il regarde des photos, c'est des photos en général de bonheur familial, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il regarde quand il se contente de regarder ce qu'est la famille. En fait, c'est comme si le fantôme, à travers cette caméra subjective, était dans une espèce d'interrogation permanente, dans une incompréhension permanente de ce qu'il voyait et cherchait sa place. À un moment, il essaie de se rendre utile, il va ranger les livres, il va ranger les cahiers de la fille. À un moment, il essaie de l'avertir d'une menace, mais c'est pareil, il n'a pas les outils pour, et c'est très fort, ça, je trouve. Il a des réactions. Il a des réactions, voilà, c'est ça. Mais c'est des réactions qui se construisent comme ça au fil du film. Et au fur et à mesure qu'il réagit, le fantôme s'incarne d'une certaine façon dans sa désincarnation. Juste parce que tu parles de la façon dont il joue avec les objets, il y a effectivement à un moment donné, il va ranger des livres. Alors Soderbergh s'amuse d'ailleurs pendant cette séquence, parce que ça n'a pas échappé, je sais qu'il y a le livre qui est signé Alice Hughes. Or, le livre d'Alice Hughes, c'est l'héroïne de Let Them All Talk, Meryl Streep, dans ce film-là, donc une espèce d'auto-citation à travers le livre que lit Chloé. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce fantôme, n'ayant quasiment aucune autre réaction, d'abord dans la première partie du film, que de balayer les espaces à une certaine vitesse, soudain se met à jouer avec des objets. Et il y a un plaisir très simple de cinéma, je dirais presque une enfance de l'art du cinéma, à voir cet effet spécial. C'est assez simple de manipuler des objets qui s'envolent presque du Méliès, comme ça. Il y a une chorégraphie des objets, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette dimension-là, il y a une dimension, je dirais, de beauté plastique soudain dans cette séquence. C'est très étonnant parce que, bon, Steven Soderbergh n'est pas quelqu'un qui aime particulièrement la post-production sur ses films. Ce qu'il aime, c'est tourner en live, au maximum en live. L'idée, c'est l'image que je produis sur le plateau, c'est l'image que je vais montrer au spectateur ensuite. Or, évidemment, comme il est dans un film fantastique, il est bien obligé d'en passer quand même par quelques effets spéciaux. Alors, il y a celui-là, mais qui est très artisanal. Je suppose que c'est vraiment fait, avec des câbles qui sont ensuite effacés très simplement en post-production. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des effets spéciaux les plus simples possibles et aussi, petit à petit, de trouver une manière de traduire comment est-ce que le fantôme finit par évoluer aussi. Et c'est vrai que, alors, j'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le film, plus il utilise un objectif déformant, comme s'il y avait une espèce anamorphique, comme s'il y avait une espèce de vision qui commençait à trouver sa subjectivité par rapport aux choses. Et évidemment, les choses trouvent leur acmé quand, dans l'avant-dernière séquence du film, le climax du film, où là, la présence va littéralement s'incarner dans un autre personnage, et où là, Soderbergh va utiliser un léger tremblement de l'image pour justement faire ressentir qu'à ce moment-là, la présence a trouvé un corps pour interagir avec la réalité. Mais tout ça est fait vraiment de manière extrêmement simple.
Et là, il s'agit de matérialiser un cri, finalement le cri impossible qu'un fantôme voudrait faire, ou alors l'impossibilité d'être en interaction véritablement avec, évidemment, le monde des vivants, qui est un des sujets du film. Mais ça passe encore par des choses extrêmement rudimentaires, hein, extrêmement simples à ce moment-là. Cette quête de simplicité, elle est à l'œuvre, je pense, dans les derniers films de Soderbergh. Je pense qu'il a tendance à aller vers des choses de plus en plus épurées aussi, même si ça reste quand même un cinéaste ludique et qui aime l'expérimentation. Mais je pense que, par exemple, cette idée de la déformation de l'image, elle est dans un film comme No Sudden Move, où justement il se contentait d'utiliser un fisheye pour donner l'impression que le monde était un cercle sans fin, comme une espèce de lanterne magique comme ça, autour de laquelle on tournerait, et pour montrer aussi que les personnages sont pris dans une forme de surplace. Je crois que chez lui, il suffit parfois d'utiliser le bon objectif, d'utiliser la bonne caméra, d'utiliser le bon réglage sur sa caméra au niveau. Penser en chef opérateur. Voilà, c'est ça. Immédiatement, ça produit quelque chose, et il n'y a pas forcément besoin de rajouter des choses derrière. Mais il faut juste insister, parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément toujours très clair, c'est que l'idée quand même du film, c'est que le metteur en scène est d'une certaine façon un acteur dans la scène qu'il est en train de tourner. Puisque toi, tu parlais de live entertainment, tu parlais de spectacle vivant, puisque c'est ça que Soderbergh nous donne à regarder. Ce qu'il nous donne à regarder, c'est le spectacle vivant de corps dans un espace qui interagissent avec un metteur en scène dans cet espace. Mais c'est vrai que le film, il est aussi assez étonnant dans la façon dont il met en scène comme du théâtre souvent les séquences, c'est-à-dire justement dans la disposition des personnages dans la scène, et la manière dont ils vont se déplacer, la manière dont ils vont interagir, s'éloigner, enfin voilà, tout ça, c'est presque du théâtre, c'est presque de la scénographie. Moi, c'est marrant parce que tu parles de ça, mais pour moi, c'est presque le côté... Il y a une comédie humaine dans le cinéma de Soderbergh. Soderbergh fabrique sa comédie humaine depuis bon nombre de films, on va dire. Il y a quelque chose presque de balsacien. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que par la façon dont il va utiliser un décor, un objet, un déplacement, ça racontera tout des personnages sans qu'ils aient besoin de le dire. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant dans le film ce qu'ils ne disent pas, mais comme ils se déplacent, souvent que ce qu'ils sont en train de dire. What you up to? Got some weird virus. Just gotta blank everything. What kind of virus? I don't know. I must have clicked on one of those. Dans cette fameuse scène où elle est sur le lit, elle dit qu'elle a un virus sur son ordinateur, et elle dit qu'elle l'a attrapé avec une bannière qui a surgi et sur laquelle elle a cliqué, qui était donc une arnaque. Mais on comprend bien qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train d'effacer les choses qui sont compromettantes sur son ordinateur. Donc en plus, le texte lui-même est bourré de choses trappes, de faux semblants, de mensonges, avec lesquels Soderbergh s'amuse à jouer dans sa disposition des scènes aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a certes cette disposition un peu théâtrale des choses, mais la présence du fantôme rebat les cartes, puisque ce fantôme, lui, il n'est pas assujetti à quoi que ce soit, donc lui, il a parfaitement le droit, par exemple, de laisser certains personnages de côté pour en suivre certains. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment aussi dans ces tympans, si tant est qu'on puisse parler de tympans à propos d'un fantôme, puisque Soderbergh respecte les distances sonores aussi dans les plans. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à tout mettre au même niveau, au contraire. C'est-à-dire qu'il montre vraiment que quand les personnages sont, par exemple, sur la véranda, derrière la vitre, eh bien, on les entend derrière la vitre. On n'est pas en train de suivre leur dialogue directement. Donc on reste dans l'œil du fantôme, même si la disposition, elle, c'est une disposition qui est une disposition de mise en scène théâtrale pensée par Soderbergh lui-même. You know what? You come at your sister like that one more time and I'm gonna come at you. No, I am serious. Get off her back and stay off it. And it wouldn't kill you to stand up for her one time. All right? One time! La scène sur la véranda avec la famille qui se regroupe après avoir vu la présence du fantôme, enfin senti la présence du fantôme dans la chambre, c'est une scène assez extraordinaire parce que c'est quand même à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui regarde presque en direction de la caméra à travers cette vitre et qui ne voit rien alors que nous sommes là. Je voudrais juste peut-être, ça me paraît difficile de ne pas en parler, peut-être de parler évidemment de la fin et du twist, puisque c'est un bonus, on se dira que les spectateurs auront vu le film. Peut-être, je voudrais en parler parce que je suis pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord là-dessus. Bah vas-y, donne-moi ton interprétation et je... Eh bien,
Eh bien, comme on dirait. et je pense effectivement que pendant tout le film, cette présence est celle de Nadia. Je pense que c'est celle de Nadia. Et j'ai longtemps pensé à la possibilité que ce soit Tyler, le frère, mais je pense que c'est celle de Nadia, et je pense qu'il y a une sorte de passage de témoin, quelque chose comme ça, qui serait plus d'ailleurs dans les codes du genre, que Tyler, à ce moment-là, habiterait peut-être cet endroit-là. Voilà comment je l'ai revu. J'ai beaucoup pensé à cette possibilité que ce soit Tyler qui soit dans un temps soderberghien. Comme dit la médium, c'est à la fois où le passé et le présent soient mêlés et qu'il soit venu d'avant pour sauver sa sœur. Mais je crois aussi que l'interprétation de Nadia tient. Alors, moi, j'ai vu clairement l'interprétation de Nadia comme une fausse piste. Je la vois comme une fausse piste, d'autant plus que quand elle est évoquée, évidemment, le tueur, lui, sait déjà que c'est une fausse piste, puisque bon, lui, il sait déjà ce qui s'est passé derrière. Donc, il sait que tout ça est évidemment de l'imagination pure. Mais tu parlais du temps soderberghien, c'est sûr que quand la médium vient et qu'elle expose les modalités d'existence de la présence, et notamment cette confusion par rapport au lieu où elle se trouve et à la temporalité dans laquelle elle se trouve, il est quasi impossible de ne pas penser à ce moment-là aux expériences les plus intéressantes que Soderbergh a pu faire lui-même en tant que cinéaste. Et je pense particulièrement à un film comme L'Anglais, qui est un film où on suit un personnage et on se demande sans arrêt si ce qu'on est en train de voir est un flashback, un flash-forward, du présent, du futur. Tout ça est extrêmement intriqué dans un désordre spatio-temporel lié au montage et au traitement de l'image, qui fait qu'effectivement, on est, pour ainsi dire, comme la présence dans ce film-là, on ne sait vraiment pas où on est et quand on est, scène après scène. Est-ce que la présence cinématographique chez Soderbergh, c'est pas l'endroit où se situe un corps à la confluence de toutes les temporalités possibles? C'est ça, je pense que pour lui, le cinéma, ça permet ça, et c'est aussi le dispositif vraiment du film, c'est-à-dire les plans séquences et les cartons noirs, c'est-à-dire, voilà, c'est une certaine manière d'expérimenter avec l'espace et le temps pour créer un espace-temps qui est purement cinématographique et dans lequel on va pouvoir créer ses propres règles. Et je pense que c'est pour ça que ce film-là, il me paraît extrêmement... il me semble résumer particulièrement bien ce qu'est la démarche de Soderbergh cinéaste, et je pense que c'est pas pour rien aussi que c'est un film qu'il a voulu autoproduire presque comme je vais pas dire comme un caprice, mais en tout cas presque comme quelque chose de gratuit, au sens quelque chose dont il se moquait un peu de la pérennité derrière, parce que je pense que c'est aussi pour lui une déclaration d'intention sur la manière dont il conçoit son art en général.